Cards de Saint-Louis, Marc, en fin de semaine, jouait contre les Dodgers. On les a presque balayés, en fait. Les Dodgers qui l'ont évité avec une victoire dimanche. C'est une des très, très belles surprises dans le baseball majeur cette année. Ben, on a fait des devoirs, hein. Moi, j'aime beaucoup Alain. Puis tu sais, c'est pas un hasard. Il s'est passé quelque chose, ce soit durant l'hiver, au camp d'entraînement, on s'est parlé. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Husereau et Mark Griffin, toujours avec vous pour commenter l'actualité dans le monde du baseball, quelques sujets également d'intérêt. Marc, on va commencer en souhaitant la bienvenue à notre nouveau partenaire, les Capitales de Québec. Bienvenue avec Compte complet. Les Capitales qui vont pas trop mal, Marc. Écoute, Alain, rapidement, 23-4 depuis le début de la saison. Et ils sont sur une séquence, Alain, où ils pourraient battre un record de franchise. C'est 14 victoires de suite. Ils ont donc égalé ça. Et ce mardi, au cours de cette semaine, les Capitals qui reviennent à Québec pourraient battre le record de franchise. C'est toute une saison remarquable pour les Capitals. Patrick Scalabrini qui fait un travail remarquable à la tête de cette équipe. Non seulement il est gérant, là, mais c'est lui qui fait le recrutement. Je pense qu'il fait le pas pire job là actuellement. On doit lever notre chapeau. Évidemment, les résultats sont là, ce qui témoigne effectivement là, d'un travail de qualité. Les sujets abordés cette semaine, on va parler de la semaine des Jays de Toronto. Est-ce que ça commence à se replacer? On est tout près de l'égalité quant au différentiel. On va parler des Yankees de New York qui surprennent. Abraham Taureau qui s'illustre de plus en plus. On a même eu l'occasion de le voir en fin de semaine dans un match impliquant les Red Sox et les Yankees de New York. Évidemment, en catégorie blessure, il y a Pablo Lopez, ça fait mal aux Twins, les Twins qui allaient bien. Bryce Harper avec les Phillies, coup-ci, coup-ça. Les Mets se détachent, les Braves sérieusement dans le trouble. Les Cards de Saint-Louis qui surprennent avec un style qu'on connaissait peut-être un peu moins des Cards de Saint-Louis. Et puis, notre profil de la semaine, c'est Cal Raleigh. Et on va parler de l'importance des vétérans. Marc, tu été témoin d'un documentaire là qui, c'est ce qui t'a frappé, toi. On va en parler de plus longuement, justement, et principalement chez les Red Sox de Boston. Un exemple peut-être à suivre là, pour illustrer jusqu'à quel point ces gars-là qui ont du vécu peuvent avoir une influence sur les plus jeunes. Les Jays de Toronto, Marc, c'était une belle semaine. On se disait, quand ça a commencé, notre dernier balado, on disait ce sont 2 grosses semaines qui s'en viennent pour les Blue Jays de Toronto. Et là, on a remporté les 2 premières séries. Donc, une bonne première semaine. Qu'est-ce que tu vois chez les Blue Jays de Toronto? Est-ce que c'est soutenable? Ben, écoute, est-ce que c'est soutenable? Je pense que oui, on joue de la bonne balle. Puis, tu sais, ce que j'aime, Alain, présentement, des Jays, c'est que c'est pas l'affaire d'un joueur. C'est tout le monde participe vraiment, là. Tu sais, c'est un travail d'équipe. On sait que c'est un sport d'équipe, mais très individuel. Mais, tu sais, tu regardes les statistiques, c'est pas Vlad Guerrero qui est tapissé partout. T'as des Kerr qui frappent, puis t'as des Springer qui frappent, puis Bichette qui a le nombre de coups sûrs, puis t'as Barger qui surprend, puis Clement qui a été sur une très, très bonne séquence. Là, je parle de l'attaque en général. Donc, c'est sûr que, tu l'as dit, on revient avec un différentiel qui est presque positif. Je trouve que c'est un indicatif assez fort là, qu'on est sur une bonne séquence. C'est sûr que l'attaque souhaite qu'elle en fasse toujours un peu plus. Il faut dire qu'on le fait sans Santander, qui est pas Varsho, qui est encore sur la liste des blessés. Fait que les jeunes ont pris d'assaut. Tu sais, on s'est parlé de Barger à quelques reprises, mais moi, c'est un gars que j'aime énormément. Déjà rendu à 21 points produits. Fait que lui amène une dimension puissance qu'on, faut le dire, là, on avait perdu chez les Blue Jays de Toronto. Donc, moi, je veux dire, même ce que Miles Straw, là, on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, l'absence de Varsho, je veux dire, Varsho, trop de retrait sur les prises. Même lorsqu'il sera de retour, Alain, il faut qu'il coupe sur les retraits sur des prises. Je comprends qu'il y avait quelques coups de circuit, là, mais peu importe. Pensons au positif. Les partants vont bien. Il y a juste Bowden Francis là, que Alain, c'est très, très difficile dans son cas.
Mais il y a quand même une belle stabilité. Moi, j'ai aimé la façon dont les Jays ont compétitionné. Même si on tirait de l'arrière, ça semble une équipe qui a une belle synergie à soi-même, belle confiance. Pendant que ça dure, là, cette belle synergie, là, vous gagnez tes séries. C'est ce que les Blue Jays ont fait. Oui, Marc, je regardais de façon presque individuelle, dans le fond, mais c'est par position que je regardais où les Blue Jays se classaient. Et il y a 4 positions où on est parmi les 4 premiers de la Ligue américaine. Receveur. Et l'ensemble des coéquipiers d'Alejandro Kirk l'adorent. Ce gars-là est mésestimé. Premier but. Vlad Guerrero, même si c'est pas le rendement auquel on s'attendait, c'est quand même parmi les 4 premiers de la Ligue américaine. Deuxième but. Ça peut peut-être surprendre, mais Ernie Clement fait du bon travail. Le gant de Jiménez fait en sorte qu'il contribue quand même à la cause. Et tu vas aimer ça, Marc? Troisième but. Tu sais, je veux dire, dans le cas du deuxième but, c'est lorsque Barger est arrivé au troisième, ça a forcé, avec la blessure évidemment d'Eminez, de placer Clement au deuxième. Puis Clement est parti sur une belle, très, très belle séquence en attaque. Ouais. Puis là, Barger, évidemment, avec tous ses succès. Moi, je l'aime beaucoup mieux au troisième comme voltigeur, personnellement, dans le cas de Barger. Mais là, je trouve que ça stabilise un peu tout ça. Donc, ne jamais minimiser, Alain, le confort qu'on peut avoir une position vis-à-vis le rendement qu'on peut avoir en attaque. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si en défense, t'es pas dans une position où tu peux jouer là, au deuxième. Là, un gars comme Clement peut jouer partout. Mais il y a certainement des positions où il se sent un petit peu plus à l'aise. Et dans ce temps-là, je pense que on devient un petit peu plus détendu, puis j'ai l'impression que le coup de bâton vient. Alors que si Barger joue au champ extérieur, on a l'impression que c'était un peu plus difficile en attaque. T'as l'impression que lorsque Clement joue au troisième, bon, tu sais, ça fait peut-être pas grand-chose, mais assez pour qu'il y ait une petite différence, puis qu'à un moment donné, il y a un petit déclic qui se produit en attaque. Là, tu as vu évidemment les succès des deux qui ont grandement aidé la cause des Jays là, au cours des dernières semaines. Oui. Marc, tu tenais à me parler des Yankees de New York. Et à ton avis, quand on parle d'équipe surprise, c'est pas la première qui nous vient à l'esprit parce qu'on dit que les Yankees doivent toujours gagner compte tenu de l'argent qu'on dépense. C'est un peu la même chose avec les Dodgers. Mais toi, tu es quand même impressionné par ce qu'ils ont réalisé depuis le début de la saison. Ouais, écoute, Alain, plus 95. On va commencer en disant, tu sais, bon, on répète là, mais pas de Garrett Cole, pas de Gill, pas de Stanton. Bon, tu sais, ça commençait. Puis là, est-ce que Bellinger va répondre? Est-ce que Goldschmidt, malgré son âge, va produire? Il y avait beaucoup de questions, je trouvais, avec le Jazz Chisholm qui s'en va au deuxième. Qu'est-ce qu'on fait au troisième? C'était pas une saison où on se disait, bon, là, les Yankees partent, puis assurément vont avoir une bonne saison. Tu comprends? Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de points d'interrogation. Bravo. Écoute, c'est sûr que c'est mené de main de maître par Aaron Judge, on va se le dire. Là. Je veux dire, c'est encore une autre saison. Je veux dire, c'est au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre. En tout cas, dans mon cas, le gars-là pousse. Écoute, Alain, il n'y a jamais eu un joueur, Alain, qui a frappé pour une telle moyenne avec autant de puissance dans l'histoire du baseball. C'est fou, à ce stade-ci de la saison. À ce stade-ci de la saison. Fait que, je veux dire, il est en train de, je veux dire, la riche histoire du baseball, il est en train de la réécrire à quelque part. Donc, c'est sûr que Judge a une grande responsabilité, mais tout le monde a fait des choses intéressantes. Tu sais, Goldschmidt, je veux dire, c'est pas une tonne de puissance, mais il est constamment sur les buts. Fait que si t'es sur les buts, tu crées des opportunités pour ton équipe. Bellinger, c'est pas la saison qu'il y a 2 ans avec les Cubs, mais c'est très honnête. Il joue on a vu que défensivement, les Yankees sont pas mal meilleurs qu'ils étaient vis-à-vis l'année dernière. Fait on joue en équipe. Un peu le même principe qu'on a dit tantôt. Là, c'est un sport d'équipe individuelle, mais on joue en équipe. On en fait juste assez. Puis, écoute, à plus 95, c'est quand même assez significatif là, comme rendement. Donc, je trouve que les Yankees, ils me surprennent. Tant mieux. Le baseball a toujours besoin des Yankees qui vont bien. Et c'est le cas présentement. Puis, comme l'impression qu'avec Judge, peu importe ce qui arrive, ça va se poursuivre, cette affaire-là. Là. Oui. Marc, petite parenthèse, sur le dernier match qu'on a fait dimanche entre les Yankees et les Red Sox de Boston, Hunter Dobbins, qui a été le lanceur gagnant, mais qui est allé de commentaires avant le match, au cours de la fin de semaine, c'est un gars du Texas, qui se disait partisan des Red Sox de Boston et qui a mentionné
les Yankees, c'était la dernière équipe qui m'offrait un contrat, je préférais prendre ma retraite. Ouais, la première fois qu'on entend ça. Chapeau pour la franchise. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont se commettre de cette façon-là. Le dernier, de mémoire, qui avait émis des commentaires du genre, c'était peut-être Vlad Junior. Il y a Ken Griffey Jr. aussi. Les deux, pour des raisons qui se ressemblent. Ken Griffey Senior avait joué pour les Yankees, il n'avait pas aimé ça. Bref, moi, j'ai rien contre ce genre de commentaires. En fait, je trouve qu'on est un peu trop aseptisé quand on écoute le commentaire. Pour une fois qu'il y en a un qui dit ce qu'il pense. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, il n'a rien fait de mal, tu sais, il n'a pas insulté personne. Non, ben écoute, je veux dire, c'est correct, tu sais, Ouais. ça prouve qu'il a une personnalité forte, là, on va le dire, parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai appris très jeune dans ma carrière qu'il faut faire attention parce que tu sais jamais avec qui tu vas te retrouver, hein. Je veux dire, si tu dis, hey, moi, un jour, je les aime pas, mais finalement, il y a un bon fit, là, tu sais, ça se peut, là, moi. Mais tu sais, dans le cas de Ken Griffey Jr., tu sais que c'est une histoire où, Ken Griffey Jr., tu sais, les joueurs amenaient leurs enfants, tu sais, avant les matchs, l'exercice au bâton, puis à un moment donné, Ken Griffey Jr. est sur le terrain, en train de se lancer ou peu importe, là, c'est la situation, puis il y a un appel du boss en haut, et qui dit, hey, pas d'enfant, on sort de là. Et je sais pas si c'est le lendemain, mais quelques jours après, ben Greg Nettles est sur le terrain avec un de ses enfants, puis c'est correct. Alors, Ken Griffey Jr. avait dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne jouerai jamais sur une organisation comme ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Mais effectivement, il a montré quand même du cran à ce niveau-là. Je ne sais pas les raisons derrière, mais ça reste que c'est ça. Il faut avoir confiance en soi lorsqu'on dit de telles paroles. Marc Abraham Taureau impressionne. Puis, il n'a pas commencé la saison avec l'équipe. Il avait bien fait au camp d'entraînement. Puis là, on n'était plus capable de l'enlever de la formation. Profite amplement de l'opportunité qui lui est offerte, a eu droit à de bons mots d'un ancien coéquipier qui y est encore coéquipier, Alex Bregman, qui est peut-être celui qui le connaissait le mieux dans l'organisation. C'était un gros match, en fait, dimanche, dans cette victoire des Red Sox. Une victoire qui pourrait être significative, Marc. On avait peut-être besoin de gagner ce genre de série à New York, en plus. Ouais, puis la réaction d'Alex Cora après le match, là, tu vois que c'était un gars qui était très émotif, très heureux de la victoire. Ouais. Écoute, dans le cas d'Abraham, je veux dire, résilience, on peut chercher des mots, là, mais ce gars-là a passé à travers quelques épreuves, quelques équipes, quelques déceptions de l'envoyer au niveau des ligues mineures alors qu'il a l'impression qu'il méritait un poste. Puis là, ben écoute, je veux dire, c'est fantastique. Tu sais, je me répète un peu, Alain, mais tu touches aux ligues majeures, tu retournes aux ligues mineures, là, c'est pas facile. Puis là, tu veux retourner, puis il y a des fois, les joueurs vont prendre, tu sais, il va y avoir une frustration qui va s'installer, puis à un moment donné, tu vas moins bien performer parce que t'en as contre l'univers au complet, là. Pas ça, lui. Il a chaque fois qu'il retournait à la ligue mineure, oups, à un moment donné, il impressionnait, puis il performait, puis les mots de Bregman, je pense, ça indique à peu près ce que tout le monde pense d'Abraham Taureau. C'est que premièrement, c'est un super bon gars. Deuxièmement, un très bon coéquipier. Troisièmement, écoute, frappeur ambidex, joue à multiples positions, de la puissance des deux côtés du marbre. Je veux dire, c'est un joueur... J'aime pas ça l'appeler un réserviste, là, mais c'est un réserviste de luxe, mais qui peut jouer tous les jours. Tu sais, c'est un peu ça, Abraham Taureau. Je suis tellement content qu'il puisse avoir l'opportunité de le faire avec une bonne organisation. Pas qu'il ait joué pour des mauvaises organisations, mais là, tu as l'impression là, que on a compris des choses avec lui. Est-ce que ça va être suffisant pour garder son poste régulier jusqu'à la fin de l'année? On verra. Peu importe ce qui arrive. Présentement, ce qu'il fait, il le fait bien. Il aide son équipe. Il est un incontournable présentement dans la formation des Red Sox. Et le sport, ben, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer à le faire. Mais je veux dire, tu peux plus l'enlever de là. C'est pas juste qu'il frappe bien, il frappe bien dans les moments importants. Tu as vu son jeu hier, son plongeon, je veux dire, à chaque semaine, il nous impressionne avec un jeu spectaculaire. Fait que ça s'accumule les bonnes nouvelles dans le cas d'Abraham Taureau. Puis tant mieux pour tout le monde parce que c'est un gars qui mérite un peu de succès, là, ben, c'est bien avec tous les efforts qu'il a mis et cette attitude là, qui l'amène à des
et qui l'amène à des endroits là, que peut-être plusieurs auraient abandonné à un certain moment donné. Oui. C'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Ce qu'on vous demande, c'est où les Blue Jays devraient-ils tenter de s'améliorer en vue de la date limite de transaction. Ça va venir vite. Il y en a qui bougent. Au cours des dernières années, il y en a qui ont bougé plus tôt que tard. Donc, voulant profiter des nouvelles acquisitions sur une période plus longue, c'est tout à fait logique. Donc, on vous invite à vous prononcer sur cette question. Vous pourrez aller sur notre page comptecomplet.com ou encore sur notre page facebook.com/compte-complet-balado. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, je prends quelques instants pour parler de notre partenaire principal, Plan de Match. Plan de Match, évidemment, c'est cette boutique de baseball. En fait, il y en a deux maintenant, une à Boucherville et une dans la belle région du Saguenay, c'est à Jonquière. À Boucherville, évidemment, il y a également Cage de frappeurs, cours privé. Écoute, c'est la saison, c'est la belle saison actuellement. Donc, si vous avez besoin d'équipement, c'est ici que ça se passe. Ou aller sur leur boutique en ligne. Alors, on remercie évidemment Plan de Match. Je vous rappelle aussi que la meilleure façon d'avoir des informations sur notre balado et tous les balados entretien, le compte complet entretien, extra également, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Chaque semaine, Marc, on a presque notre chronique blessure. On va parler de Bryce Harper avec les Phillies de Philadelphie. Phillies qui vont moins bien. Les Mets commencent à se détacher un petit peu. Honnêtement, je pense que les Mets, c'est la meilleure équipe dans le baseball majeur présentement. On pourra en reparler éventuellement, mais ils vont très, très bien présentement. Ils ont été sans pitié pour les Rockies en fin de semaine. Écoute, Harper avait été atteint, il a tenté de jouer par la suite, mais là, visiblement, ça l'ennuie trop. C'est peut-être une bonne chose pour lui de prendre un petit peu de temps pour que ça guérisse comme il faut. Mais toujours est-il que chez les Phillies, là, écoute, on a peut-être besoin d'une petite mise au point. Là. Tout n'est pas parfait présentement. On a l'impression que les Phillies vivent toujours des moments de la sorte. Rappelle-toi, c'est quoi, il y a 2 ans que c'était en début de saison très difficile. L'année passée, on avait corrigé ça. Ça a été un petit peu plus tard. Là, on vit ces moments-là. Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là. Moi, ça m'inquiéterait moins, mais ça reste que lorsque tu perds des Harper, puis évidemment, on a perdu un releveur de premier plan aussi par suspension. Fait qu'à un moment donné, ça s'accumule les moins bonnes nouvelles, mais ça m'inquiète un petit peu moins compte tenu que, le talent est là, l'expérience est là, on a déjà passé à travers ce genre de situation-là. Donc, j'ose croire que que ce n'est que passager dans le cas des Phillies de Philadelphie. Mais tu as raison de mentionner que pendant ce temps-là, les Mets continuent de bien jouer, eux, puis là, on est en train de creuser un petit peu plus l'écart à ce niveau-là. Alors que du côté des autres équipes de la division Est, les Braves qui continuent de s'enliser. Donc, c'est une drôle de situation qui se passe dans cette division-là, dans la nationale présentement. Mais je suis moins inquiet pour les Phillies. En fait, je serais plus inquiet de m'assurer que Bryce Harper est en santé et qu'on récupère correctement là, en raison de cette blessure au coude. Là, il a été atteint par une balle rapide assez explosive. Dans le fond, c'est la santé qui compte. Puis une fois que tout le monde est en santé, c'est ça. J'ai l'impression que les Phillies vont quand même être une des bonnes équipes de la Ligue nationale après les 162 matchs. Là. On a un personnel de partant, Marc, qui est excellent malgré les 2 derniers départs catastrophiques de Jesus Luzardo. Marc, sa moyenne n'a pas mérité passer de 2,15 à 4,46 en l'espace de 2 départs. Là. Moi, j'ai pas vu ça souvent. Quelqu'un qui était aussi bon pendant quand même presque 2 mois. Et l'espace de 2 départs, Marc accorde 20 points mérités. C'est pas des blagues, là. Ouais. Non, écoute, on parle de lui comme la trouvaille de la saison morte. Et finalement, oups, là, ça a glissé. Écoute, je veux dire, c'est sûr que si on avait une solution, on l'aurait appliquée, là, mais effectivement, lorsque tu regardes le rendement et les statistiques vis-à-vis ces 2 derniers matchs-là, tu te dis, heureusement qu'on ne semble pas avoir des problèmes de bras, là, parce que souvent, ce genre de performances-là, tu te dis, est-ce qu'on a perdu de la vélocité? Est-ce qu'on a perdu des
de la rotation? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Ça semble pas être le cas. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Quelle sera la prochaine sortie? Ça sera quand également? On verra du côté des Phillies. Mais c'est sûr que tu voudrais te faire rassurant là, à ton prochain départ. Je te dis pas de dominer, là, mais quand même d'être de revenir là, sur ce qu'on a vu au mois d'avril et au mois de mai là, dans le cas de Luzardo. Là. Oui, écoute, il n'y avait pas eu un départ au cours duquel, auparavant, là, avant ces 2 matchs-là, où il avait accordé plus de 3 points. Ah non, mais écoute, sa moyenne de points mérités était excellente, parmi les meilleurs du baseball, exact. Exact. Bon. Une autre blessure, Marc, Pablo Lopez. Les Twins allaient bien. Oui. On été battu 2 fois sur 3 par les Blue Jays de Toronto en fin de semaine. Royce Lewis s'est pas mis en marche encore, Marc, comme il avait l'habitude de le faire à chacun de ses retours de la liste des joueurs blessés. Là, c'est ça. On tente. Il y a Wallner qui est revenu depuis peu. C'est un joueur tout en puissance, Marc, Matt Wallner. On a l'impression que les pièces, à chaque fois, puis Lopez lançait bien, Marc. Ça va faire mal, ça. C'est sûr que ça va faire mal. C'est sûr que ça va faire mal parce que c'est pas l'organisation qui a la plus grande profondeur à ce niveau-là. Ouais. On avait quand même un différentiel intéressant à plus 37. En cas de Lewis, Alain, on appelle au 9e rang, là. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'on est allé le voir, on a discuté. Évidemment, Rocco Baldelli est allé voir puis il a dit, écoute, on va te faire frapper 9e. Fait qu'autrement dit, pas de stress. Pense pas qu'il faut que tu transportes l'équipe sur tes épaules. Retrouve tes repères toujours en frappant 9e. Puis évidemment, Lewis a dit absolument, là, tu sais, donc gros talent, Alain, pour que ça reste ainsi. C'est ce que tout le monde se dit chez les Twins du Minnesota. Mais effectivement, il y en a d'autres qui ont un petit peu pris la relève, puis tu es dans une section où là, tu as 5 matchs au-dessus de 500. Tu parlais des Mets, Alain, qui tu penses être la meilleure équipe. On pourrait faire un petit débat avec les Tigers de Détroit présentement, avec 43 victoires aussi du côté des Tigers. Mais tu as raison de mentionner que ce sont 2 très, très bonnes équipes. Et ce qui fait en sorte que là, l'écart entre les Tigers et les Twins paraît énorme à 7, et ça l'est, mais ça n'empêche pas que les Twins, effectivement, sont sur une bonne séquence là, présentement. Marc, une équipe qui l'est moins. Là, on va s'attendre un peu sur le dossier des Braves d'Atlanta. On avait réussi à revenir à 500 après un début de saison désastreux. Ça va pas du tout, Marc, chez les Braves d'Atlanta. On cherche des solutions. Le retour d'Acuna n'a rien réglé. En relève, on a de sérieux problèmes. On a même ramené Craig Kimbrell. Il a lancé un match. Visiblement, il ne reste plus grand-chose, Marc. 14 tirs. 6 prises seulement. Il n'y a pas encore de points, c'est parce que sa défense l'a aidé. Ce retour-là est symptomatique, je pense, d'une saison qu'on est, d'après moi, pas loin d'être sur le point de dire, regarde, on va passer à d'autres choses. Là. Écoute, Alain, rappelle-toi, en début de saison, on disait, si les Braves peuvent se maintenir pas si mal avant le retour de Strider et avant le retour de Cunha. C'était un peu ça, là, le plan. Et là, on se disait, il y a du talent. Olsen pourrait rebondir après une saison coup-ci, coup-ça. Puis Albies aussi. Puis bon, ce que Ozuna peut poursuivre. Mais on était confiants quand même, là. Tu sais, on avait une couple de jeunes lanceurs qui s'en venaient, qui pouvaient aider, qui pouvaient supporter. Écoute, Strider n'a pas une victoire. Même si Acuna est arrivé, puis tu sais, je veux dire, on connaît son talent, c'est pire. Depuis son arrivée, le rendement est pire. On est, Alain, présentement, là, un différentiel dégringolé et maintenant à plus 3. On a gagné seulement 2 de nos 10 derniers matchs. 7 défaites de suite. 7 défaites de suite. Écoute, la chaîne a débarqué, on va se le dire, la chaîne a débarqué. Je sais pas, là, qu'est-ce qui va se passer, Alain. On ne souhaite pas de malheur à personne, mais les attentes étaient élevées là, cette année. Là. On a posé quelques gestes ici et là. On a des contrats à long terme, on a une stabilité, mais là, ça ne fonctionne pas. J'ai hâte de voir, moi, jusqu'à quel point on va être patient, justement, à se dire, est-ce qu'on peut rebondir? On en a perdu 7, on peut en gagner 7. On a ce talent-là, mais ouf, quand on regarde un match des Braves présentement, là, on va dire que la confiance, ça paraît. Là, c'est lourd. Aussitôt qu'on tire de l'arrière, tu as l'impression que c'est déjà terminé. Mais tu sais, Alain, tu regardes joueur par joueur, position par position, c'est une bonne équipe de baseball. Alors, à un moment donné, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Je pense pas que le poste de Snitker est en jeu. Mais tu le sais, dans le monde du sport, parfois, si on veut poser un geste qui
et qui va permettre peut-être de relancer l'équipe. C'est souvent le cas. C'est pas non plus la tendance d'Alex Antopoulos de faire ça, mais à un moment donné, ça va peut-être prendre un petit électrochoc de ce côté-là. Écoute, on a pris des drôles de décisions, je trouve. Bon, en relève, on a des ennuis. Ça, c'est clair, là. On a parlé de 7 défaites de suite. Les 5 dernières par 1 point. Oui, exact. Celle qui a laissé le plus de traces, c'est probablement celle contre les Diamondbacks d'Arizona où on menait par 6 points en 9e manche, puis on l'a vraiment laissé aller. Là, c'est le genre de défaite qui laisse des traces. C'était à domicile en plus. Ça s'est très, très mal terminé. On a remplacé Orlando Arcia par Nick Allen. Est-ce qu'on s'est vraiment amélioré en faisant ce changement-là? Allen, bon, c'était tout beau, mais son MPP, Marc, est même pas en 600 présentement. Est-ce qu'il est meilleur tant que ça défensivement qu'Arcia? Pas sûr. Est-ce qu'on voulait passer à d'autres choses? Regarde, je sais pas. Du côté des Braves d'Atlanta, on a perdu Smith Shawver, ça c'est un gros morceau. C'est peut-être leur meilleur jeune lanceur. Je fais exception de Strider, là. Mais Smith Shawver était dans une ascension qui était intéressante. Bref, j'ai l'impression là, que c'est un château de cartes là, qui les cartes une par une sont en train de s'enlever, puis c'est extrêmement fragile. Oui, parce que tu peux pas juste pointer un aspect de leur jeu qui va vraiment pas bien. Ce sont tous les aspects du jeu présentement qui fonctionnent pas. On marque pas de points. Là, je regardais les points marqués là, du côté des Braves. On est à 259. Pour vous donner une idée, là, les Marlins sont à 256. C'était une des pires équipes du baseball. Alors, si vous voulez comparer avec les Mets, on est à 305. On marque pas de points. Puis c'est sûr qu'avec les problèmes qu'on a en relève, la moyenne de points mérités aussi a augmenté considérablement. Donc, ça va pas être facile pour un directeur général actuellement de dire OK, on cible quoi en premier, là? Oui. C'est pas normal que cette équipe-là, de rendement offensif, soit en bas de la moyenne de la Ligue nationale là, présentement. Là. Non, absolument, absolument. Mais écoute, Alain, comme j'ai dit, ça va peut-être prendre un petit électrochoc. Est-ce que ce sera une transaction? Est-ce que ce sera un congédiement? Est-ce que ce sera... mais chose certaine, ça bouge. C'est une belle franchise. Les attentes sont élevées. Il reste quand même assez de temps encore à la saison. Là. Je sais que ça avance rapidement. Là. On a dépassé le tiers. On approche la moitié de la saison, mais il y a encore du temps pour que cette équipe-là puisse rebondir. Oui. Cards de Saint-Louis, Marc, en fin de semaine, je vais contre les Dodgers. On les a presque balayés, en fait. Les Dodgers qui l'ont évité avec une victoire dimanche. C'est une des très, très belles surprises dans le baseball majeur cette année. Puis Marc, tu sais, quand ils gagnaient, puis on s'en parlait, les Cards de Saint-Louis ont quand même eu pas mal de succès dans les années 2000 jusqu'au milieu des années 2010. On a eu un petit passage à vide. Je regarde ce qui se passe. On a stabilisé plusieurs positions avec des gars qui viennent de l'organisation. C'est ça qui manquait. C'est pas parfait. Je pense à Jordan Walker qui n'a pas encore, Marc, atteint les niveaux auxquels on s'attendait. Mais on a stabilisé le chancentre avec Victor Scott. On a notre joueur d'arrêt-court, Mason Wynn, qui joue bien. Donovan, qui est au deuxième. Là, on l'a mis là, puis on semble vouloir le garder au deuxième but. Herrera qui frappe au-delà, je pense même, des attentes, avec un deuxième receveur qui fait un bon travail en défense. Puis un Arenado, peut-être, qui est tombé dans la fontaine de jouvence en cours de route. Bref, on ne se bat pas soi-même. Une qualité de lanceur partant qui est surprenante. Bref, tout ça à l'intérieur de l'organisation. C'est une recette que les Cards avaient peut-être délaissé un peu au fil des années. Ben, on a fait des devoirs, hein. Moi, j'aime beaucoup Alain. Puis tu sais, c'est pas un hasard. Là. Il s'est passé quelque chose, ce soit durant l'hiver, au camp d'entraînement, on s'est parlé. Puis tu sais, tu parles de stabilité. On n'a pas de frappeur de 20 circuits là, avec les Cards, mais on en a une tonne qui en ont 7 ou 8. Tu comprends? Tout le monde participe présentement. Au succès. Écoute, on a marqué plus de 300 points chez les Cards. Alors qu'en début de saison, rappelle-toi, on dit, bon, Arenado, c'est au ralenti. Contreras qui devient ton premier but. Est-ce que ça va être suffisant pour un rendement de premier but? Puis finalement, la réponse est oui à peu près à tout. Notebaard connaît une saison quand même assez intéressante. Il a 8 coups de circuit. Donc, tu as du talent un peu partout. Donc, une stabilité, écoute, les résultats sont là, mais je veux juste donner un petit peu de crédit au gérant, parce que c'est le rôle du gérant aujourd'hui, Alain. Puis là, je veux pas blâmer Snitker nécessairement pour les Braves, mais le rôle du gérant, c'est un peu ça. Là. C'est plus comme c'était. Le rôle, là, c'est vraiment de bien communiquer, de s'assurer que tout le monde est prêt, puis de ramer dans le même sens. Je simplifie ça, là, mais
Puis le gérant, là, c'est son rôle là, de faire ça. Puis c'est pas facile parce que là, on va se le dire, là, c'est tous des petites PME, ces joueurs-là. Là. C'est tous des joueurs individuels qui ont leur ego, qui ont leur façon de faire, puis c'est pas toujours évident. Fait qu'un bon gérant est capable de faire de s'assurer que tout le monde rame dans le même sens, même si on a des styles, des égos, des caractères différents. Et ça marche avec les Cards. Tu as l'impression que ça leur tente de gagner, alors que c'est vrai que depuis 2 ans, tu avais l'impression que c'était plus difficile. Puis même Paul Goldschmidt le disait à un moment donné, il dit écoute, c'était pas toujours agréable là, avant les matchs. Là, évidemment, Goldschmidt est avec les Yankees, mais c'est intéressant. Puis je trouve que des organisations comme Détroit, comme mettons maintenant les Cards de Saint-Louis, il se passe des choses qu'on ne sait pas là. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on travaille sur un aspect, oui, un aspect mental, mais un aspect travail d'équipe, esprit d'équipe. Il y a des choses qui ne manquent pas, Alain, dans la vie de tous les jours. Même d'une entreprise qui a une belle synergie à travers une équipe, ça crée des choses de fun. Et ça pousse les autres à être meilleurs. Tu as parlé d'Arenado. C'est pas un hasard, je pense, qu'il a rebondi. Il est peut-être dans un climat, dans un contexte où soudainement, hey, c'est le fun de s'amener au stade, puis jouer, puis porter l'uniforme. Fait que ça, oui, ça vient des joueurs, mais à quelque part, il y a un guide. Puis le guide, c'est souvent le gérant ou en tout cas certainement quelqu'un dans l'organisation. Puis là, les Cards sont en train de montrer que, hey, écoute, tout le monde parle des Cubs, là, mais les Cards sont là aussi, là. Ouais, c'est une équipe qui va être intéressante à suivre. Ce qui peut-être a favorisé jusqu'ici les Cards, c'est qu'on a eu une belle stabilité, Marc, au monticule. Là, les 5 partants, ce sont les mêmes depuis le début de la saison ou à peu près. Là. Donc, Matt Liberatore qui est en train finalement peut-être de justifier un tant soit peu la transaction qu'il avait envoyée à Rosarena à Tampa Bay à l'époque. Maintenant, c'est la carte de la semaine, une présentation de cartes-d'union.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, on va parler de Mike Marshall. Pas ton ancien coéquipier des Dodgers, mais plutôt celui qui a lancé pour les Expos dans les années 70. On va parler du personnage tantôt. Je vais parler de certaines particularités de la carte. C'est la carte 713 de la collection OPG de 1971. C'est la première de Marshall avec l'uniforme des Expos. Pour ceux qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook mardi à midi. Donc, si vous regardez sa casquette, c'est un montage. Le logo des Expos n'est pas tout à fait centré. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait un meilleur travail là, avec la technologie qui est disponible. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on avait l'autographe du joueur au recto, sauf que Marshall n'aimait pas donner des autographes parce que lui disait « Je suis pas un modèle » et avec son caractère, tu comprends que non, si quelqu'un le connaissait, disait que c'était effectivement pas le cas. Et je sais pas si tu sais, parmi les athlètes professionnels, Marc, qu'on a connus, Charles Barkley disait toujours « C'est pas moi qui refusais de se définir comme un modèle ». Finalement, Barkley a changé d'idée avec le temps, s'est rendu compte que il y avait plus de responsabilités envers les jeunes qu'il y en avait quand il a commencé. C'est-à-dire que Barkley est un caractère un peu spécial aussi. Oui. Mais Marshall disait, c'est vos parents, c'est vos professeurs qui devraient être vos modèles. Il n'avait pas tout à fait tort dans ce sens-là, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Mike Marshall était un individu assez particulier. Marc, c'est avec les Expos qu'il a vraiment connu son ascension. Et il y a un releveur hors pair. C'est un des derniers qui utilisait la balle tire-bouchon comme tir principal. Et Marc, quand tu regardes ces statistiques, tu te dis, c'est pas croyable que quelqu'un ait être utilisé de la sorte. Je vais commencer en 1973 avec les Expos. 92 matchs, tous en relève, 179 manches. Je pense que c'est impressionnant. L'année suivante, 106 matchs, 208 manches. 208 manches comme partant, tu mènes la Ligue aujourd'hui. Lui, il l'a fait en relève. Et en plus, je vais ajouter, en 1978, Marc, il n'y avait pas d'équipe. Et là, les Twins du Minnesota l'embauchent. C'était son ancien gérant des Expos, Gene Mauch, qui était avec les Twins, cherchait un releveur numéro 1. Après 2-3 séances, l'embauche, l'amène avec l'équipe. Pas de camp d'entraînement, 54 matchs. 21 sauvetages, 2,45 moyenne de points mérités. L'année suivante, il est le releveur de l'année. L'année d'après, c'est mis tout le monde à dos chez les Twins, a été congédié comme c'était de nombreuses fois avec les
avec les Twins, ça a été le cas pratiquement avec les Expos, Marc. Ouais. Mais c'est vraiment un personnage particulier que j'ai eu l'occasion d'entendre à quelques occasions lors des congrès de la Sabre. Et Marc, il y avait des théories, regarde, qui lui appartenaient. C'est quelqu'un qui avait étudié en kinésiologie à l'Université du Michigan. Donc, il me semble qu'avec les chiffres qu'il avait, il a dit qu'il s'est toujours vanté de jamais eu de maux de bras. On aurait peut-être pu l'écouter, mais c'était un gars qui n'était pas porté, tu comprends, vers l'écoute des autres. Donc, peu l'écoutait. Il était considéré comme un excentrique. Et compte tenu de ce qu'il a accompli, Marc, peut-être qu'on aurait pu tendre une oreille envers ses théories à quelque part. Ben, c'est clair. Mais en même temps, puis tu as raison, parce qu'il n'a pas été blessé, puis il avait un nombre de manches qu'il a lancé, on aurait pu l'écouter. Ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu... Ça, c'est comme, Alain, pour te faire respecter, il faut que tu respectes les autres, tu comprends? Alors, c'est un va-et-vient. Alors là, lui, avec son caractère, disons qu'il a envoyé promener pas mal plus de monde que d'autres choses. Alors, Ben oui. ça lui a nuit après. L'autre, Mike Marshall, n'était pas nécessairement des plus doux non plus. Moi, c'était le nom, mais ça reste que, écoute, ce qu'il a fait en relève, c'est effectivement exceptionnel. Le nombre de manches lancées, Alain, tu lis ça, puis il faut que tu le relises 2 fois pour dire il a juste fait ça en relève, compte tenu de ce que les lanceurs font dans le baseball moderne. Alors, effectivement. Ouais, je vais terminer en disant, Marc, lui, il était prêt à partager ses connaissances. Mais si vous n'étiez pas intéressé, ben regardez, c'est un droit d'honneur auquel vous aviez droit. C'est pas compliqué, là. OK, je voulais pas m'écouter, ben tant pis pour vous autres, vous êtes des cons. Ouais. C'est à peu près sa façon de penser. C'est un peu pour ça que, malheureusement, on n'a pas porté une oreille plus attentive à ce que, peut-être, certaines informations qui peut-être reviendront à un moment donné aider les lanceurs modernes. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. C'est le temps du segment de notre ami Baseball Bob. Je vous invite à consulter le www.baseballbob.ca. Bob McDuff, auteur de livres pour enfants avec un thème central qui est le baseball. Une très, très belle occasion pour les jeunes de se sensibiliser à la lecture et pourquoi pas aller plus loin. Et on le mentionne toujours, le baseball, sa littérature s'agrandit d'année en année, donc il n'y a pas d'excuse de ne pas lire ce qui se passe au Québec sur le monde du baseball et pourquoi pas sur d'autres sujets. C'est une excellente occasion aussi de développer notre imagination. Je vous rappelle, www.baseballbob.ca. Notre profil de la semaine. Alain, attends un petit peu, Alain. Je veux juste ajouter un petit quelque chose sur Baseball Bob. Juste te dire qu'au cours du dernier week-end, j'ai été à Trois-Rivières et Baseball Bob a remis, dans le cadre d'une campagne de financement, là, 350 livres à des tout jeunes joueurs de baseball. Ils ont été présentés sur le terrain lors d'un match des Aigles de la Ligue Frontier. Donc, Bob McDuff est très, très impliqué pour la lecture. Je veux juste te féliciter là, pour cette superbe initiative où la population là, dans la région de Trois-Rivières a grandement participé. Absolument. Donc, oui, effectivement, c'est une bonne occasion aussi pour que ces jeunes-là de s'initier au baseball et à la lecture. Exact. Marc, Cal Raleigh, c'est notre profil de la semaine. C'est lui qui mène le baseball majeur présentement pour le plus grand nombre de coups de circuit. Il en a 26 au cours de ces 3 dernières années, 27, 30 et 34 longues balles. Et là, cette année, à ce rythme-là, va atteindre les 50 coups de circuit. Ce n'est pas un choix de première ronde, choix de 3e quand même en 2018 de Florida State. Florida State qui est quand même une puissance au niveau universitaire au baseball. Mais pourquoi 3e tour, Marc? Est-ce que c'est son physique qui a fait en sorte que on était moins intéressé un peu? Sa dernière année à Florida State, Marc, c'est quand même 13 circuits, 54 points produits en 62 matchs, un MPP au-dessus de 1000. C'était sa première année, par contre, où il dépensait les 800 comme MPP. Est-ce que c'est le fait que c'était seulement une année qu'on craignait que c'était une année? Mais toujours est-il, Marc, que c'est le meneur offensif. Et là, il a besoin d'aide parce que tous ceux qui l'entouraient en début de saison, Marc, il y en avait quelques-uns, dont Paul Anko. Le rendement a diminué au cours des dernières semaines. Oui, exact. Ben, écoute, Alain, premièrement, le repêchage, c'est pas une science exacte. Tout le monde fait des erreurs. Je ne dirais pas des erreurs, mais tu sais,
c'est pas facile de visualiser ou de se mettre 5 ans plus tard, puis qu'est-ce que le joueur va devenir, mais de toute évidence, il a bien maturé. Je pense que il a du talent, évidemment, Cal Riley, mais je veux dire, c'est un gars qui analyse le match, qui a une bonne idée de ce qui s'en vient comme lancer. C'est pas juste du talent à un moment donné, puis ça se développe par pas plus tard. Écoute, il est seulement âgé de 28 ans en passant, donc il y a des belles années encore devant lui pour continuer à produire de la sorte. Mais ça fait un petit bout de temps. Là. Rappelle-toi les séries ou avant même, que lorsque les Mariners étaient dans les courses, t'as toujours l'impression que c'est lui qui frappait le gros coup sûr. Ouais. Tu vas me dire qu'il n'y avait pas une tonne de gros frappeurs avec les Mariners, mais ça reste que moi, depuis quelques années, là, c'est un nom que j'associais plus à des coups sûrs dans les moments opportuns qu'évidemment un champion de frappe. Tu sais, oui, il y avait de la puissance, mais là, tu combines les deux avec un gars qui frappe la longue balle constamment, mais dans des moments où ça compte, là ça devient payant. Là, c'est vraiment un joueur extrêmement important pour l'organisation. Là. Je veux juste préciser, Marc, troisième ronde, ça veut dire que les Mariners en ont pêché quelques-uns avant lui. Et j'allais jeter un petit coup d'œil juste pour voir. Et leur choix de première ronde, je pense qu'on va quand même donner le bénéfice du doute. Là. C'est Logan Gilbert qui, malheureusement, est sur la liste des joueurs blessés. Logan Gilbert, donc choix de première ronde de l'Université Stetson. C'est en Floride également. Le choix de deuxième tour, Josh Stowers, qui n'a jamais joué au baseball majeur, Marc, et qui joue présentement dans la Ligue du Mexique. Donc, après avoir passé par quelques autres organisations, donc autrement dit, essaie de se refaire. Donc, même à l'intérieur des Mariners, il y en a quelques autres aussi qui ont raté leur coup. Mais Cal Riley, là, c'est toute une histoire. Je veux juste mentionner que son oncle a joué dans l'organisation des Expos de Montréal, Matt Riley, qui est devenu par la suite un instructeur des frappeurs. Donc, mais Alain, je veux juste faire attention à ce que tu dis. Tu sais, rater notre coup. Moi, j'aime mieux penser que le joueur s'est démarqué à sa façon, d'une autre manière. Tu sais, dans le sens que, encore une fois, là, tu vas voir les matchs universitaires. Tu sais, Alex pourrait nous en parler, Alex Agostino, là, de ce genre de situation-là. Mais, tu sais, donnons peut-être le crédit, justement, aux joueurs qui s'est développé à une manière plus rapide et mieux que ce que la plupart des dépisteurs, parce que s'il était repêché en troisième ronde, ben, il y a 30 équipes qui l'ont laissé passer au cours des deux premières. Donc, premièrement, puis troisième ronde, c'est un très, très haut choix au repêchage, mais ça reste que moi, j'aime mieux parfois parce que tu sais, t'as des gars de 8e, 9e, puis 15e ronde là, qui font de très, très belles carrières, là, qui deviennent des joueurs étoiles. Fait que je me dis juste, c'est probablement que ce sont des joueurs qui ont surpris tout le monde. Donnons-leur le crédit d'avoir travaillé en ce sens, puis d'avoir créé cette opportunité pour eux autres. Oui, et en terminant, Marc, sur ce repêchage, le premier tour, le premier choix avait été Casey Mize, des Tigers de Détroit. Le deuxième, Joey Bart, des Giants de San Francisco, qui devait être celui qui remplaçait Buster Posey. Et Alec Baum avait été troisième. Je te parlais de Logan Gilbert, ça va peut-être te surprendre, Marc, mais c'est celui qui a le WAR le plus élevé parmi tous les choix de première ronde cette année-là. Hey, ça me surprend pas tant. Écoute, Gilbert, lorsqu'en santé, c'est un des meilleurs, mais exact. Ça serait le fun, Alain, d'aller dans les pièces fermées des organisations 3-4 ans après un repêchage pour dire, hey, je vous l'avais dit, moi, qu'on aurait dû repêcher Gilbert, puis là, on a repêché un autre. C'est pour ça, Marc, que j'ai hâte au livre de notre collègue Alex Agostino. Oui, un jour. On va le pousser. On va le pousser, puis je suis convaincu qu'il y aura de belles histoires. Marc, il y a un documentaire que tu as regardé qui était disponible sur la dernière saison des Red Sox de Boston qu'on a suivi. Souvent, ces documentaires-là, il y a une caméra, on porte attention à la caméra, donc on fait attention à ce qu'on dit et ce qu'on raconte et tout ça. Sauf que tu as été impressionné, toi, Marc, par vraiment ce qui se passait. On t'a découvert, donc on découvre vraiment les dessous de ce qui se passe dans le vestiaire des Red Sox de Boston l'année passée. Et tu aurais pu retenir plusieurs aspects, mais dans les conversations qu'on a eues, toi, ce qui t'a épaté, et t'en parles souvent, c'est la place qu'avait Justin Turner au sein de l'équipe comme vétéran, particulièrement à l'endroit de Duran, qui a connu sa meilleure saison dans le baseball majeur. Ben, je veux juste dire, je suis pas épaté. C'est que je suis pas surpris, Alain. Et rappelle-toi de mes commentaires. Ça fait longtemps, on est un vieux couple, là.
Rappelle-toi les commentaires qu'on avait, je faisais, moi, à l'époque, lorsque même Vlad Guerrero arrivait avec les Blue Jays, et je disais, ça serait bon qu'Incarnation soit à ses côtés. Et lorsqu'il commence, l'appui d'un vétéran, l'appui d'un gars qui est à côté de toi. Tu sais, souvent, je dis à des organisations, si vous bâtissez votre équipe, c'est un paquet de jeunes, c'est super, mais assurez-vous d'avoir une couple de bons vétérans qui viennent s'asseoir dans l'abri, dans le vestiaire, lorsque l'équipe est à l'étranger, sur la route. Ça n'a pas de prix, ça. Ça vient, puis à un moment donné, il y a un lien qui se crée. Puis ce lien-là est tellement fort que le jeune s'ouvre. Et on ne sait pas les joueurs de baseball, comme n'importe quel athlète, ils ont tous leurs petits problèmes. Là. Tout le monde a ses petits problèmes d'anxiété ou des petits problèmes à domicile. Un enfant qui va pas bien, la relation va pas bien. Tu sais, comment on fait pour s'en sortir? Ben, on en parle. Mais souvent, les joueurs de baseball, t'en parles pas. Parce que moi, je suis un joueur de baseball, puis je frappe du circuit, puis je vois le début, puis je suis au-dessus de tout ça, alors que c'est tellement pas vrai. Alors, de voir un Duran s'ouvrir à Justin Turner et de voir un Turner qui est à l'écoute, qui l'a grandement aidé, je veux dire, ça, c'est très fort à mes yeux, ça. C'est très, très fort comme documentaire, puis comme message qui est lancé. Puis, tu sais, Duran, on sait, là, maintenant, a vécu des moments très, très difficiles, très lourds. Tu avais un Justin Turner qui en avait vu d'autres, qui a passé par là, qui lui a dit d'arrêter de s'en faire, surtout parce que, tu sais, le plus grand défaut des joueurs professionnels, là, je vais parler du baseball, mais je suis convaincu que c'est pareil dans tous les sports, tu sais, c'est de s'en faire trop sur les échecs qu'on peut subir. On est 0-4 au baseball, où tu es un lanceur qui vient de donner 5 points dans une manche, puis bon. Puis on s'en fait trop, alors qu'un Turner qui en avait vu d'autres a réussi à ramener à flot là, cette attitude-là. Puis je trouve que c'est fantastique de le voir travailler ainsi avec des jeunes. Puis là, ben on a ciblé ça, mais ça fait en sorte qu'il y en a tellement d'autres, Alain, dans tout le baseball, dans toutes les équipes, il y en a. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Je vais aller plus loin que le baseball, Marc. On dit souvent que le baseball et même le sport professionnel est un microcosme de la société. Et ce que tu dis sur les jeunes, je donne des conférences, ça t'arrive aussi dans des écoles. Puis le message que j'essaie de transmettre, puis par mon pensée aussi, c'est effectivement, c'est que on s'en fait beaucoup sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et souvent, c'est la peur qui nous paralyse, la peur de toutes sortes de choses. Mais l'échec fait partie de l'apprentissage. Je pense que c'est une des choses les plus importantes à apprendre quand on est jeune. C'est pas parce que tu es au niveau professionnel que c'est ancré déjà dans toi. Là. Ben, écoute, c'est tellement vrai. Je veux dire, c'est exactement ça. Puis la crainte, la peur, le doute, c'est tout du pas bon, là. Fait que c'est bon de voir des gars qui ont compris ça, leur vécu a fait comprendre que c'est le moment présent qui compte, puis que ce que tu as vécu dans le passé, c'est plate, mais c'est du passé. Et si tu te projettes dans l'avenir, ben tu le sais pas, c'est dans l'avenir. Alors, faut pas créer ça. Écoute, mais tu sais, parfois tu le sais, mais te le faire dire par un autre ou te le faire dire d'une manière quelconque, c'est là parfois que le message devient encore plus fort. Là. Oui, Marc, on a lu la même chose à un moment donné, un des plus grands joueurs de troisième but, sinon le meilleur troisième but de l'histoire du baseball, Mike Schmidt, qui a vécu dans le doute pendant je sais pas combien d'années en début de carrière. Exact. Puis celui qui l'a sorti de sa coquille, c'était Pete Rose. Pete Rose avait peur de rien, là. Je te dis pas que comme personnalité, il fallait suivre ce qu'il dit. Mais quand il allait sur le terrain, Pete Rose, lui, il en avait pas de doute. Tu comprends? Non. Non, puis tu sais, Mike Schmidt l'a dit là, à plusieurs reprises, même lorsqu'il était à Cooperstown, lorsqu'il a été intronisé, écoute, moi, il y avait une chose que je pouvais refaire dans tout ça. Je ne changerais rien à ma carrière, je ferais juste arrêter de m'en faire tant que ça. Tu sais, les partisans des Phillies ont été durs avec lui, là. Mais il s'est dit, je m'en suis fait trop, là. En tout cas, peu importe, je pense que on est tous un peu de même dans la vie de tous les jours. Tu sais, des fois, on s'en fait un petit peu trop. Puis, alors, c'est bon parfois de se faire rappeler que c'est pas grave. C'est pas si grave que ça, là, les échecs. Là. Moi, j'ai un de mes fils là, qui va un petit peu moins bien au bâton. Hey, pas grave, le soleil va se lever, on va voir le sourire, puis on repart la machine, puis c'est comme ça. Alors,
Mais quand tu le vis, c'est pas toujours évident, mais quand tu as quelqu'un à qui parler, puis d'en parler, ben ça, c'est évidemment, ça vaut de l'or. Là. Je vais finir en disant, Marc, qu'il y a pire que l'échec. C'est de ne pas avoir essayé. Exactement. Bien dit. Bon. Bon, on vous présente 3 matchs cette semaine. L'horaire des matchs à RDS, c'est une présentation de Lester, maître du smoking et des hot dogs depuis 1931, près d'un siècle. Que ce soit pour un match fête à la maison, un barbecue, festin en famille à l'extérieur, Lester est toujours au rendez-vous disponible chez votre épicier préféré. On vous a parlé des Phillies un peu plus tôt. On les verra à domicile ce lundi contre les redoutables Cubs de Chicago, une des meilleures attaques dans le baseball majeur cette année. C'est un match présenté à RDS, notez bien l'heure. 18h30 ce lundi 9 juin. Mercredi, on verra une équipe, moi que j'aime beaucoup, les Rays de Tampa. Marc, c'est une boîte à surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre avec eux. C'est ce qui rend, à mon avis, cette équipe divertissante. Et ce sera contre les Red Sox de Boston. Est-ce que les Red Sox vont carburer à cette victoire spectaculaire de dimanche? On verra. Match présenté à RDS 2 à 19h mercredi. Et la semaine prochaine, on continue les dimanches de rivalité. C'était Yankees-Boston ce dernier dimanche. On verra les Giants de San Francisco contre les Dodgers de Los Angeles. C'est à 19h comme à chaque dimanche, présenté à RDS 2. On aimerait vous dire qui va lancer pour les Dodgers. Ils n'en ont pas la moindre idée, eux non plus. Donc, c'est comme ça que se termine ce balado. J'espère que cela vous a plu. On se souhaite une bonne semaine de baseball. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.